Une plage en novembre. Le froid, le sable nu, la marée basse. Et au loin, une forme que la mer a laissée là. Un pêcheur à pied avance sur le sable, comme il le fait souvent à marée basse. Il vient chercher des crevettes. Au loin, il aperçoit une forme. Un débris, croit-il. Un animal peut-être. Un filet rejeté par le ressac. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est une enfant, une toute petite fille, allongée sur le dos, dans une doudoune bleue. Ce matin-là, elle n'a pas encore de nom, et nul ne sait qui l'a portée jusqu'à cette plage. On sait seulement ceci, quelqu'un est venu avec elle, et quelqu'un est reparti sans elle. Aujourd'hui dans Clinique du crime, l'affaire Fabienne Cabou. L'histoire d'une plage, d'une toute petite fille laissée seule face à la mer, et d'une mer dont il va falloir approcher lentement le monde intérieur. Pour comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, il faut tout reprendre depuis le début. « 20 novembre 2013, Berck-sur-Mer. La petite fille qu'on vient de découvrir sur le sable s'appelle Adélaïde. On l'appelait Ada. Elle a 15 mois. 15 mois, c'est l'âge où l'on ne va nulle part seul. 15 mois, c'est l'âge où l'on dépend encore entièrement des bras de l'autre. 15 mois, c'est l'âge où le monde existe par une voix, un visage, une présence qui revient. Et cette nuit-là, cette présence s'est éloignée. Très vite, les enquêteurs comprennent que l'enfant n'a pas été déposée morte. Elle s'est noyée. Elle était vivante quand elle a été laissée là, la veille au soir, face à la marée montante. L'affaire change alors de nature. On n'est plus seulement devant un corps retrouvé sur une plage, on est devant un geste qui conduit une enfant face à la mer, là où elle ne peut pas survivre. Ce crime prend alors la forme d'un retrait. Elle laisse, et dans ce laisser, il y a toute la violence. Laisser un bébé de 15 mois sur une plage de nuit, dans le froid, face à la marée, ce n'est pas oublier un objet. Ce n'est pas se tromper de chemin. C'est exposer un enfant à la mort. Mais ici, la mort semble confiée à l'extérieur, comme si la mer devait faire ce que la main ne faisait pas. La plage devient alors une scène d'effacement, mais la mer n'efface pas l'acte, car avant la mer, il y a eu un trajet. Une femme est venue de Paris jusqu'à Berck avec une poussette. Elle a pris le train, elle s'est présentée dans un hôtel, elle n'avait pas de bagages, elle a payé en espèces. Le 19 au soir, elle est sortie avec l'enfant, puis elle est revenue seule. Le lendemain, elle règle sa chambre, sans poussette, sans bébé, sans panique apparente. Quand on l'interrogera, elle dira d'abord que l'enfant a été confié à son père, puis elle dira qu'elle est partie au Sénégal avec sa grand-mère. L'enfant n'est jamais morte dans les premiers récits. Elle est ailleurs. Et ce point est cliniquement essentiel. Avant même d'être effacée par la mère, Adélaïde, la petite fille, est effacée par les mots. Elle n'est pas morte, elle est avec son père, elle est au Sénégal, elle a été confiée. Le mensonge ne sert pas seulement à cacher le crime, il semble fabriquer une fiction psychique, une manière de ne pas rencontrer l'acte en face. Dire elle est ailleurs, c'est ne pas dire elle est morte. Et dans cette affaire, tout semble fonctionner ainsi. Déplacer, recouvrir, détourner, désinscrire. La mère a effacé les empreintes, mais pas la vérité. Et c'est là que commence l'enquête. Non seulement l'enquête policière, mais aussi l'enquête clinique. Qui est cette femme qui arrive avec une poussette et repart sans enfant? Qui est cette mère qui parle de sa fille comme d'un amour, alors même qu'elle l'a conduite jusqu'à la mer? Dans quel monde intérieur faut-il être pour qu'un tel acte puisse devenir pensable? C'est ici que cette affaire cesse d'être un simple fait divers, parce que tout ce qu'on va découvrir semble impossible à tenir ensemble. Une femme qui aime sa fille, une femme dont le rapport au réel semble vaciller, une femme qui prend le train, paie en liquide, choisit une plage,
repart seule et la clinique commence là, quand des vérités qui se repoussent doivent pourtant tenir dans le même corps. Mais pour comprendre la plage, il faut d'abord la quitter. Il faut revenir à Fabienne Cabou, à son histoire, à son couple caché, à cette maternité qui n'a jamais réussi à entrer pleinement dans le monde. Fabienne Cabou est née à Dakar en 1977, dans un milieu social et intellectuel plutôt aisé. Elle arrive à Paris à 18 ans pour commencer ses études supérieures. Elle passe par le droit, l'architecture, elle fait des petits boulots, puis elle s'oriente vers la philosophie. Elle entame ensuite une thèse sur Wittgenstein, le philosophe du langage, celui qui a conclu son premier livre par une phrase devenue célèbre: ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Cette phrase, Fabienne Cabou ne va pas seulement l'étudier, elle va la vivre à la lettre. Ceux qui la connaissent parlent d'une femme intelligente, cultivée, sympathique, maternelle avec les enfants. Rien, en surface, ne correspond au cliché de la mère dangereuse. Et c'est précisément ce qui trouble. Dans cette affaire, le danger ne se voit pas immédiatement. Il parle bien, il sourit, il nuance, il semble aimer. Fabienne rencontre Michel Lafon lors d'un vernissage à Paris. Lui est artiste, sculpteur de 30 ans son aîné, séparé de sa femme. Entre eux, le lien se crée. Mais cette relation reste cachée, cachée des deux côtés, et surtout de la famille de Fabienne. Dès le départ, quelque chose de cette histoire se vit hors scène. Le couple existe, mais il n'est pas pleinement présenté au monde. Il se construit dans un retrait, dans une sorte de clandestinité affective. Et cela compte parce qu'avant même la naissance d'Adélaïde, il y a déjà une vie qui ne se dit pas, une relation en coulisses, un amour sans inscription claire, un lien hors regard. Le pacte du couple est simple: pas d'engagement, pas d'enfant. Puis, en 2011, après 10 ans de relation, Fabienne tombe enceinte. Et de cette relation cachée naît Adélaïde. Adélaïde est une enfant métisse, mère sénégalaise, père français. Elle porte en elle deux filiations, deux rives, deux histoires. Mais au lieu d'être inscrite dans ces deux lignées, elle va être tenue hors du monde. Et là, le réel entre dans la pièce. 2 fois déjà, au fil de leur relation, Fabienne avait avorté. Des IVG difficiles. Cette fois, elle garde l'enfant. Michel, lui, dira ne pas en avoir voulu. Mais puisque la relation était cachée, la grossesse le sera aussi. Peu à peu, Fabienne disparaît. Pas physiquement, elle est encore là, mais elle disparaît du lien. Elle ne répond plus à certains proches, elle se retire. Quand Michel reçoit du monde, elle se cache dans la mezzanine. C'est presque une image clinique. Fabienne au-dessus, silencieuse, cachée, la vie en bas, les autres, les visites, les conversations. Et elle, enceinte, mais hors regard. Comme si la grossesse devait rester suspendue dans un angle mort. Le ventre est là, l'enfant est là, mais rien n'entre vraiment dans le récit. Le réel insiste, le psychisme baisse les volets. Le psychanalyste Paul Claude Racamier a forgé un mot pour penser cela: la maternalité. La maternalité, ce n'est pas seulement le fait de devenir mère, c'est la maternité comme crise psychique, un remaniement profond, presque aussi profond que celui de l'adolescence. Car une femme enceinte ne fabrique pas seulement un enfant, elle retraverse sa propre histoire, sa propre mère, sa propre enfance, ses dettes, ses manques, ses fantômes. Tout ce qui dormait peut se réveiller. Pour beaucoup de femmes, cette crise se traverse. Elle réorganise, elle transforme, elle donne une nouvelle place. Mais pour certaines, elle ouvre une faille. Et dans cette faille, parfois, la psychose peut s'engouffrer. La clinique connaît cette entité. On l'appelle la psychose puerpérale. C'est un épisode délirant aigu qui survient le plus souvent dans les semaines qui suivent l'accouchement.
C'est rare, c'est brutal, et c'est une urgence psychiatrique absolue, précisément parce que l'enfant peut être pris dans le délire. Mais le cas de Fabienne Cabou ne rentre pas exactement dans cette case. Ce serait trop simple et surtout ce serait inexact. Ces troubles, selon plusieurs témoignages, semblaient plus anciens. Les voix, les signes, le monde envahi, cette impression que le réel parle, menace, indique, commande parfois. Fabien Cabou semble peu à peu envahi par des hallucinations, des murs qui grondent, de la musique qui se déclenche toute seule, des insectes surgissant dans son espace. Comme si le réel ordinaire était colonisé par un monde invisible et menaçant. Tout cela précède la naissance d'Adélaïde. Les experts parleront d'un processus installé de longue date. Nous y reviendrons. La maternité n'a donc peut-être pas créé la psychose, mais elle lui a donné un point d'accrochage, un enfant réel, un enfant vivant, un enfant qui demande une place. Et c'est peut-être là que quelque chose devient impossible. Rakamier précise une chose essentielle. Cette crise ne se traverse jamais seule. Elle a besoin d'appui. Un compagnon qui regarde le ventre grandir, une famille qui attend, des médecins qui suivent, des mots qui circulent autour de l'enfant à venir, un prénom, une chambre, une place dans le discours. C'est tout cela qui tient une femme pendant que son monde intérieur se réorganise. Ce ne sont pas des détails, ce sont des points d'accroche au réel. Regardons maintenant la maternalité de Fabienne Cabou. Un compagnon qui ne voulait pas de cet enfant, une famille qui ignore tout, la relation, la grossesse, l'enfant à venir, une grossesse vécue en huis clos, dans la mezzanine, hors regard, et avant cette grossesse, 2 IVG difficiles. Le corps de Fabienne Cabou est depuis des années le champ de bataille du pacte. Le couple disait pas d'enfant, le corps 3 fois a dit le contraire. Sa crise à elle se joue donc sans témoin, sans appui, sans personne pour tenir le réel avec elle. Et une crise sans témoin ne se partage pas, elle s'enquiste. Quand plus personne ne tient le réel avec elle, le délire devient le seul interlocuteur disponible. L'isolement ne fabrique pas la psychose, mais il lui laisse toute la place. Et c'est dans ce huis clos que la notion de comme si devient centrale. Fabienne Cabou ne semble pas ne rien savoir. Elle semble savoir, pouvoir accueillir ce qu'elle sait. Elle vit comme si la grossesse pouvait rester sans conséquence, comme si l'enfant pouvait venir sans faire effraction dans le monde, comme si le réel pouvait être maintenu à côté. Cliniquement, on parle de clivage. Le clivage, ce n'est pas seulement mentir, ce n'est pas seulement cacher, c'est vivre dans 2 réalités parallèles. Dans l'une, il y a une grossesse, une naissance, une petite fille. Dans l'autre, la vie continue comme si tout cela pouvait rester sans inscription. Le psychisme ne nie pas forcément tout le réel, il le découpe, il le met à côté, il le tient hors champ. Mais un enfant ne reste jamais à côté très longtemps. Un enfant appelle, il pleure, il réclame. Un enfant demande une place. Et c'est peut-être cela qui devient impossible. Puis vient la naissance. Et là, ce qui était caché dans le ventre va continuer à être caché dans le monde. Le 11 août 2012, Michel Lafon rentre chez lui après quelques jours d'absence. Il trouve Fabienne avec une enfant dans les bras. Elle l'allaite. Et la première phrase qu'elle lui dit est saisissante. Elle est à moi. Elle ne dit pas elle est née ou voici notre fille ou encore elle s'appelle Adélaïde. Non, elle est à moi. Cette phrase n'explique pas tout, bien sûr, mais elle dit quelque chose d'un rapport très particulier à l'enfant. Adélaïde n'arrive pas d'abord comme une petite personne à présenter au monde, elle arrive comme quelque chose de privé, quelque chose qui reste pris dans le cercle fermé de la mère. Dans sa note sur l'enfant, Lacan, psychanalyste, signale précisément ce risque, que l'enfant cesse d'être un sujet en devenir pour devenir
l'objet de la mère, l'objet qui comble, l'objet qui sature un manque. Un enfant pris dans le fantasme maternel, sans véritable espace pour exister séparément. Elle est à moi, 3 mots, et déjà, quelque chose se referme. Fabienne affirme avoir accouché à la maternité. Elle affirme que les démarches sont faites, mais rien n'est vrai. Adélaïde est inconnue de la maternité, inconnue de l'état civil, jamais déclarée, sans acte de naissance. Elle vit, mais administrativement, elle n'existe pas. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. La phrase de Wittgenstein revient, glaçante. C'est l'un des points les plus vertigineux de cette affaire. Avant même d'être abandonnée sur une plage, Adélaïde est déjà une enfant sans inscription. Une enfant réelle, mais sans place officielle. Une enfant vivante, mais sans trace légale. Une enfant portée dans les bras, mais absente des registres. Une enfant fantôme, réelle, mais privée des cadres qui soutiennent une existence humaine. La famille, l'état civil, le soin, la reconnaissance, la parole. Un enfant ne naît pas seulement biologiquement, il naît aussi dans le langage, dans le nom, dans la filiation, dans le regard des autres, dans l'inscription sociale. Le juriste et psychanalyste Pierre Legendre l'a montré. Un enfant naît aussi dans l'institution. C'est cette seconde naissance qui fait de lui un sujet parmi les humains. Adélaïde n'a eu droit qu'à la première. Elle entre dans le monde par une porte dérobée, présente mais cachée, aimée peut-être, mais non inscrite. Et lorsqu'un enfant n'est pas inscrit, il devient plus vulnérable au mouvement psychique de l'adulte. Il peut devenir un secret, une charge, un signe, une menace, un morceau de réel, impossible à intégrer. Mais il y a, dans cette non-déclaration, autre chose qu'un secret honteux ou qu'une simple négligence. Les experts le diront, ne pas déclarer Adélaïde fut peut-être aussi un acte de protection, un acte délirant de protection. Car dans le monde de Fabienne Cabou, un monde déjà traversé par la peur d'un mal invisible, la logique se referme. Si l'enfant n'est pas déclaré, elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, le mal ne peut pas la trouver. Si le mal ne peut pas la trouver, elle est protégée. La désinscription devient un bouclier. Ne laisser aucune trace, aucun nom, aucun registre, pour que la sorcellerie, elle non plus, ne trouve aucune prise. C'est vertigineux. Parce que le geste qui semble le plus cruel, c'est-à-dire ne pas reconnaître l'existence de sa propre fille, est peut-être dans ce monde-là vécu comme un geste d'amour. Un amour délirant, un amour qui croit protéger, mais qui dans le réel abandonne l'enfant à un danger absolu. Et le père dans tout cela? Michel Lafon découvre Adélaïde le jour où il la trouve dans les bras de Fabienne. Il ne la déclarera pas non plus. 15 mois sous le même toit, 15 mois sans papier, sans existence officielle. Et lorsqu'en novembre 2013, Fabienne lui annonce qu'elle emmène l'enfant au Sénégal, chez sa grand-mère, il accepte. Or, il faut entendre ce que cette acceptation contient. Adélaïde n'a aucun document, aucun passeport. Matériellement, ce voyage est impossible. Mais personne ne pose la question. L'histoire du Sénégal tient parce que personne ne la vérifie. Il ne s'agit pas de juger cet homme, la justice ne l'a pas fait, et ce n'est pas notre place. Mais cliniquement, il faut constater une chose, une place est restée vide. La diade, c'est-à-dire la mère et l'enfant refermés l'une sur l'autre, ne reste close que si personne ne l'ouvre. C'est précisément la fonction du tiers, introduire de l'écart, du monde, de la loi dans le huis clos. Ici, le tiers regarde ailleurs. Elle est à moi, disait Fabienne. Personne, jamais, n'a véritablement contesté ce à moi. Adélaïde ne disparaît pas brutalement sur la plage de Berck. Elle semble avoir été progressivement tenue hors du monde. Relations cachées, grossesse cachée, accouchement solitaire, naissance non déclarée, enfant sans existence légale, mensonge du Sénégal, puis la mer. La plage n'est donc pas un accident isolé dans le récit, elle est l'aboutissement d'une chaîne d'effacement, mais une question reste ouverte. Pourquoi Fabienne Cabou ne parvient-elle pas à inscrire cet enfant? Pourquoi cette maternité devient-elle un réel impossible à accueillir? C'est ici
que l'affaire quitte le simple mensonge et entre dans le délire. Fabienne Cabou ne parle pas seulement de difficultés de couple, elle parle d'autre chose. Elle part d'un sort vaudou, des murs qui grondent, de musique qui se déclenche toute seule, des scarabées sur le lit, d'araignées partout, de malaises physiques que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Avant le meurtre, elle aura dépensé 40 000 € auprès de guérisseurs et de marabouts. 40 000 €. Le délire n'est pas une idée qui flotte, c'est un monde dans lequel elle vit, cherche de l'aide, investit depuis des années. Autrement dit, son monde intérieur semble envahi par des signes, des forces, des menaces invisibles. Et ces menaces ont un visage, plusieurs visages même. Dans le délire de Fabienne Cabou, le danger vient des femmes. La belle-mère, la première femme de Michel, une cousine, des tantes, tout un cercle de figures féminines qui se seraient penchées comme des sorcières autour du berceau d'Adélaïde. Ce sont elles qui menacent l'enfant, elles qui auraient jeté le sort, elles contre qui Fabienne seule doit lutter. Et là, il faut être précis. Le délire n'est pas seulement une croyance bizarre, ce n'est pas une opinion étrange que l'on pourrait corriger avec un bon argument. Le délire est une certitude. Dans le délire, le doute s'effondre. Le sujet ne dit plus j'ai peur qu'il se passe quelque chose, il se dit mais quelque chose se passe. L'angoisse devient preuve, la sensation devient message et le monde entier se met à parler. Un bruit n'est plus un bruit, une araignée n'est plus une araignée, tout devient signe. Mais il faut aller plus loin et poser la question que personne ne pose. Pourquoi Fabienne Cabou ne peut-elle pas penser tout cela autrement? Alors, ce n'est pas une question de vocabulaire, elle a des mots, elle en a beaucoup. Elle prépare une thèse de philosophie, elle sait formuler, nuancer, argumenter. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que certaines expériences résistent aux mots. Symboliser, c'est cela. Pouvoir mettre une expérience en mots, en récit, en lien avec les autres. Pouvoir dire, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, voilà ce dont j'ai besoin. Cette capacité ne va pas de soi. Elle se construit très tôt dans les premiers liens, dans la façon dont un enfant est nommé, regardé, désiré, dans la manière dont il trouve une place dans une chaîne. Je viens de quelqu'un, je suis quelqu'un pour quelqu'un, j'existe dans le regard de l'autre. Et sous pression, c'est-à-dire dans le cas de Fabienne, dans l'isolement, le secret, une maternité qui exige de se reconnaître comme origine, cette fragilité peut céder. Alors, le réel déborde, sans mots pour le retenir. Un réel sans bord qui envahit tout. Et c'est précisément quand les mots manquent que le délire arrive. Il arrive non pas comme un choix, mais comme une stratégie, comme une nécessité. Le délire fabrique un récit là où le langage a échoué. Il donne une forme à l'informe, il transforme une angoisse sans nom en quelque chose qu'on peut localiser, désigner, presque combattre. Je suis victime d'un sort veut dire je sais enfin d'où vient le mal. C'est une certitude, et la certitude même délirante est moins insoutenable que le vide. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire, écrivait Wittgenstein. Mais ce qui est tu ne disparaît pas. Faute de mots pour se dire, cela revient sous forme de signes, de force, de sort. Le délire vient donc donner du sens à quelque chose qui déborde le sujet. Là où le réel devient impossible à penser, le psychisme fabrique une autre scène. Une scène où les choses ont un sens, même si ce sens est délirant. Chez Fabienne Cabou, la maternité semble avoir été ce réel impossible. La maternité comme réel brut. Adélaïde oblige Fabienne à sortir du secret. La relation cachée doit produire une trace. Le corps doit parler. La fiction doit rencontrer la loi, le soin, la filiation. Et quand cette inscription devient impossible, le délire vient remplacer le lien. Ce qui est terrible dans l'affaire Cabou, c'est que l'enfant réel,
semble être recouvert par l'enfant du délire. Adélaïde n'est plus seulement une petite fille de 15 mois avec son corps, ses besoins, sa peur, sa vulnérabilité. Elle devient peut-être l'enfant menacé, l'enfant à sauver, l'enfant qu'il faudrait soustraire au monde. Et c'est là que la logique maternelle se renverse. La fonction maternelle ordinaire dit ⁇ Je protège mon enfant de la mort ⁇ le délire de Cabou semble dire ⁇ Je protège mon enfant par la mort ⁇ Voilà le noyau clinique de cette affaire. Fabienne Cabou ne semble pas tuer Adélaïde parce qu'elle ne l'aime pas. Elle semble la tuer depuis un monde intérieur où la mort peut prendre la forme d'une protection. Les experts emploieront une formule terrible pour décrire cette logique. Il fallait, dans le délire de Fabienne Cabou, rendre l'enfant à la nature, la soustraire au mal des hommes et des sorts en la confiant à plus grand que tout, la désinscrire une dernière fois du monde. Et la mère, justement, est cette nature qui prend tout et ne rend rien. Mais il faut tenir la ligne. Adélaïde n'a pas été sauvée, elle a été tuée. Le délire explique la logique interne de l'acte, mais il ne transforme pas l'acte en soin. Comprendre la folie ne doit jamais effacer la victime. Et pourtant, ce délire ne supprime pas toute organisation. Fabienne prend le train, elle paie en liquide, elle choisit un lieu précis. Et ce lieu a un nom, Berck. Le choix de Berck est troublant. Il y a une raison pratique, les marées. Fabienne Cabou sait que dans cette région, la mer se retire et remonte très haut. La mer peut recouvrir, emporter, effacer. Mais il y a peut-être autre chose. Et ici, il faut changer de registre. Ce qui suit n'est pas un fait, c'est une hypothèse clinique. Elle ne se prouve pas, elle s'écoute. Berck, à l'oreille, sonne mal, contrairement au Touquet qui évoque les vacances, la lumière, le bord de mer agréable. Berck sonne autrement. Berck, phonétiquement, c'est presque Berck, le rejet, le dégoût, ce qu'on voudrait tenir loin de soi. Fabienne Cabou n'a peut-être pas seulement choisi une plage, elle a peut-être aussi choisi un mot. Et peut-être que ce mot vient faire résonner quelque chose du réel maternel devenu insupportable. Il ne s'agit pas de dire qu'elle éprouve simplement du dégoût pour Adélaïde, ce serait trop brutal et sûrement faux. Le dégoût vise peut-être autre chose. La maternité comme réel impossible à digérer. Le ventre, l'accouchement, le lait, les couches, les soins, la dépendance totale du bébé, l'obligation d'inscrire l'enfant dans une histoire qui devait rester cachée. Adélaïde n'est pas forcément l'objet du dégoût. Elle est prise dans un réel maternel devenu indigeste, un réel qui ne passe pas, un réel qui fait Berck. Alors oui, Fabienne Cabou choisit Berck parce que la mère y est face, mais peut-être aussi parce que le nom lui-même rejette. C'est ce que Lacan appelait le signifiant, un mot qui agit, un mot qui travaille le sujet à son insu, en dessous du sens. Berck n'est pas seulement un point sur une carte, c'est peut-être aussi un son qui rejette. Et Fabienne Cabou, peut-être, obéit autant au mot qu'à la marée. Dans cette lecture, Berck devient un lieu signifiant, un lieu où le rejet rencontre l'effacement, où la mère recouvre ce que le psychisme ne peut plus porter, où l'enfant réel est abandonné au bord du monde. Cette hypothèse restera une hypothèse. Le signifiant ne témoigne pas au procès, mais un fait, lui, demeure. Entre toutes les plages, elle a choisi celle dont la marée efface. Et c'est peut-être là que le passage à l'acte se noue. Mais comment penser juridiquement et cliniquement un acte à la fois organisé et délirant? C'est toute la difficulté du procès. Juin 2016, cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Fabienne Cabou encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Beaucoup dans la salle attendent une mère effondrée. On voudrait des larmes, un tremblement, une demande de pardon. À la place, il y a une femme droite, posée, le verbe précis. Elle dit : « Je suis la femme qui a tué sa fille. »
La phrase est terrible, mais elle n'est pas prononcée comme on l'attend. Elle est énoncée, presque clinique, comme si Fabienne Cabou était à la fois dans le box et ailleurs, spectatrice de son propre procès. Cette froideur va lui coûter cher, parce qu'au tribunal, l'émotion visible est souvent confondue avec l'humanité. Celui qui pleure paraît plus humain, celui qui se tient droit paraît coupable 2 fois. Mais la clinique, c'est que l'affect ne circule pas toujours là où on l'attend. Chez certains sujets très désorganisés intérieurement, l'émotion ne sort pas sous forme de larmes, elle sort sous forme de gel. Le visage se ferme, la voix se pose, le corps se raidit. Ce n'est pas forcément qu'il n'y a rien, c'est parfois qu'il y a trop. Trop d'angoisse, trop de honte, trop de réel à soutenir. Alors, le psychisme coupe. Il produit une surface lisse, presque cassante, une surface qui donne aux autres l'impression d'un monstre. Il faut aller plus loin encore. Cette froideur n'est peut-être pas seulement une défense. Dans la psychose, le rapport même à l'émotion peut être atteint. La distance, le détachement, le gel de l'affect, la discordance apparente, tout cela n'est pas forcément du calcul. Ce sont parfois des symptômes. Autrement dit, la froideur que les jurés peuvent lire comme une preuve de lucidité est peut-être au contraire l'un des signes les plus clairs de la maladie. Ce qu'ils prennent pour de la maîtrise est peut-être de la pathologie. Le procès, lui, doit trancher, et il ne dispose que de 2 cases. L'abolition du discernement, la folie a tout emporté, le sujet n'est pas punissable. L'altération, le discernement est gravement troublé, mais il tient encore. Le sujet reste punissable. Mais avant d'en arriver là, l'expertise elle-même a hésité. Les premiers experts concluent à une altération du discernement, non pas à cause d'une maladie mentale clairement identifiée, mais à cause d'une dimension culturelle. La sorcellerie, disent-ils, aurait poussé Fabienne Cabou à un acte contre nature, un fonctionnement magico-religieux qui aurait modifié son rapport au monde. Le juge d'instruction n'est pas convaincu, et je le comprends. Il ordonne donc une contre-expertise. 3 experts sont nommés. Et leur lecture est différente. Ce n'est pas la culture qui crée le crime, c'est le délire qui s'est construit avec les matériaux de la culture. Fabienne Cabou est sénégalaise. Quand son délire s'est bâti, il s'est bâti avec ce qu'elle avait sous la main. La sorcellerie, les sorts, les forces, le mal invisible. La sorcellerie n'est pas la cause, elle est le langage du délire. La nuance est capitale, car dire c'est culturel, ce serait dire que certaines cultures fabriquent des mères infanticides. C'est faux et c'est dangereux. Ce que les 3 experts diagnostiquent, c'est une psychose paranoïaque chronique. Ce n'est pas une bouffée passagère, ni un égarement ponctuel, c'est une structure délirante installée de longue date, une structure organisée, cohérente dans sa logique interne, un tableau atypique, diront-ils, presque un cas d'école. Les experts retiennent l'altération, elle délire mais elle organise, elle est malade mais elle ment, pas folle ou coupable, folle et coupable. Mais ce que la salle voit, c'est une femme intelligente, organisée, une femme qui a pris un train, payé en liquide, choisi une plage, et qui ne pleure pas. L'avocat général parle d'une planification froide. Pire, dit-il, que la préméditation. Il requiert 18 ans, les jurés vont au-delà, 20 ans de réclusion criminelle. Quand un jury punit plus fort que ce que demande l'accusation, on peut y entendre quelque chose. Peut-être que la lecture clinique n'est pas passée, peut-être que la froideur a été jugée autant que l'acte. Car cette femme ne donnait pas à la salle ce qu'on attend d'une mère criminelle. L'effondrement, les larmes, les remords visibles. Elle donnait autre chose, une tenue, une parole précise, une distance. Et cette distance a pu être lue comme de l'inhumanité, alors qu'elle était peut-être l'un des signes même de sa pathologie. Et c'est là que Fabienne Cabou prononce une phrase vertigineuse. À son avocat qui lui parle de la peine, elle répond que ce n'est pas cela le problème. Le problème, dit-elle, c'est qu'on ne sait toujours pas qui a tué sa fille. Cette phrase ne signifie pas simplement je nie, elle signifie peut-être je ne peux pas me reconnaître comme sujet de mon acte.
Fabienne sait les faits, le train, l'hôtel, la plage, la marée, mais savoir les faits ne veut pas dire pouvoir s'approprier l'acte. Il y a une différence entre dire je l'ai fait et pouvoir dire je suis celle qui a fait cela. La première phrase raconte, la seconde engage. Et c'est peut-être là que Fabienne Cabou reste coupée en deux. Une partie d'elle sait, raconte, reconnaît, une autre partie continue de chercher ailleurs l'auteur du crime, le sort, les forces, le danger invisible. L'acte est accompli, mais il reste psychiquement désapproprié. 15 mois passent, septembre 2017, cour d'assises du Nord à Douai. Le procès en appel. La défense a compris la leçon de Saint-Omer. Il ne suffit pas de dire elle est malade, il faut faire entendre le monde dans lequel elle vivait. Les psychiatres interviennent plus tôt. Ils expliquent plus concrètement les murs qui grondent, les araignées, les signes, le monde envahi. Son avocat le martèle au juré. Les experts la placent sur le fil du rasoir de l'abolition. Et puis, Fabienne Cabou parle. Elle décrit une énergie malveillante qui aurait agi en elle, comme si quelqu'un, dit-elle, avait commandité la mort de sa fille. Par ses mains. Par ses mains. Tout est dans ces trois mots. Les mains sont à elle, l'acte passe par son corps, mais l'intention, elle, est attribuée à un ailleurs. Quelque chose a agi à travers elle. C'est la désappropriation dite par elle-même, mieux qu'aucun expert n'aurait su la formuler. Le 15 septembre 2017, le verdict tombe. 15 ans de réclusion. La Cour retient l'altération du discernement et elle ajoute quelque chose, un suivi socio-judiciaire de 8 ans avec injonction de soins. Il faut s'arrêter sur ces mots, une peine et des soins, la prison et la psychiatrie. Pour la première fois, sa psychose n'est pas seulement entendue comme une circonstance qui allège la peine, elle est aussi reconnue comme une maladie, quelque chose qui appelle un traitement. Fabienne Cabou ne sera pas seulement punie, elle devra être soignée. La justice vient d'écrire dans le même verdict ce que cette affaire répète depuis le début. Malade et responsable, coupable et fracturé. Ce que le droit peine à penser, il tente ici de l'écrire dans une même décision. Et pour la première fois, Fabienne Cabou s'effondre dans les bras de son avocate. Cette émotion arrive tard, trop tard pour Adélaïde, trop tard pour la plage, mais elle arrive. Et elle rappelle une chose difficile, cette femme n'est pas un bloc de glace, elle est une femme malade, coupable, condamnée et profondément désaccordée du réel. Reste à revenir à Adélaïde, parce que la clinique ne doit jamais faire disparaître la victime une seconde fois. Au fond, l'affaire Fabienne Cabou nous oblige à tenir ensemble deux vérités qui se repoussent. Première vérité, Adélaïde a été tuée. Elle avait 15 mois. Elle n'a pas été sauvée. Elle a été abandonnée à la mer. Deuxième vérité, la femme qui l'a conduite là n'était pas simplement une criminelle froide, elle était prise dans une pathologie mentale grave, dans un monde délirant où la mort pouvait être pensée comme une protection. Mais la clinique ne doit jamais voler la place de la victime. Comprendre Fabienne Cabou ne doit pas faire disparaître Adélaïde. Toute sa courte vie semble prise dans une logique d'effacement. Alors peut-être que cet épisode avait une tâche simple, lui rendre une place, lui rendre un prénom, lui rendre un corps, lui rendre une existence dans le récit. Parce que la mère a effacé les traces, mais elle n'a pas effacé Adélaïde. Et si la clinique a une fonction ici, ce n'est pas d'excuser, c'est d'éclairer. Éclairer comment une maternité peut devenir un réel impossible à accueillir, comment lorsque le délire s'en mêle, la protection peut prendre le visage du meurtre. Rappeler aussi qu'une femme peut rester responsable, mais fracturée. Quand le réel se fissure chez l'adulte, c'est parfois l'enfant qui tombe dans la faille. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, le partager, laisser une note ou un commentaire. Cela aide beaucoup le podcast à continuer d'exister.
et à proposer une lecture clinique du crime, loin du bruit, au plus près de ce qui se fracture dans l'humain. À très bientôt.